Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une personnalité forte de l'Orient. Héraclius est un empereur de l'Empire byzantin de 610 à 641. Il parvient à mettre à genoux l'Empire perse sassanide, ramenant la vraie croix qui avait été dérobée à Jérusalem. Mais la seconde moitié de son règne fut marquée par des intrigues et des controverses ecclésiastiques qui divisent l'Église chrétienne. Pire encore, il ne peut rien faire pour arrêter la marche implacable des armées du califat arabe. Vous voulez en savoir plus sur Héraclius? Venez avec moi. Les sources à propos du règne d'Héraclius sont particulièrement diversifiées et témoignent des bouleversements de son époque. Néanmoins, il n'existe pas de chroniques qui lui sont spécifiquement dédiées. Il est donc nécessaire de croiser plusieurs sources pour tenter d'avoir une vision relativement précise des événements et de leur déroulé. Les premières sources sont le texte de langue grecque, notamment les chroniques universelles. Ces textes présentent une limite, celle de mal couvrir la période finale de la vie d'Héraclius. Georges de Pisidie est l'une des sources les plus directes pour analyser le règne d'Héraclius. Poète de la cour impériale, il est particulièrement bien informé, même si ses textes tournent régulièrement à la gloire de l'empereur byzantin. Le chronicon Paschakaël et une autre chronique grecque contemporaine d'Héraclius dont l'auteur est inconnu et qui prend la forme d'un déroulé chronologique particulièrement précieux. D'autres sources, plus partielles, souvent incomplètes, sont aussi exploitables, comme la chronique universelle de Jean de Nikio, évêque égyptien à la fin du 7e siècle, dont la partie qui concerne Héraclius est presque majoritairement perdue. Les sources musulmanes apportent aussi un éclairage déterminant sur les épisodes de la vie d'Héraclius. Si la plupart ont été composées quelques décennies ou siècles après sa mort, elles reposent sur des traditions orales ou des écrits aujourd'hui disparus et sont donc largement exploitables. Elles offrent bien évidemment un point de vue différent qui enrichit l'analyse de certains événements, notamment la conquête musulmane à partir de 634. Les sources en provenance d'Europe occidentale sont parfois riches en enseignements sur l'époque d'Héraclius. La chronique de Frédéguer, composée en Gaule au 8e siècle, s'avère bien informée, tandis que les Liber Pontificalis livrent des informations sur les relations entre l'Empire et la papauté, même si le règne d'Héraclius n'est pas le mieux couvert. Au début du 7e siècle, l'Empire byzantin sort de ce que certains historiens ont parfois qualifié de siècle de Justinien, tant il a été marqué par la figure de cet empereur qui règne de 527 à 565. Après avoir survécu au choc des invasions barbares et à la chute de l'Empire romain d'Occident, Justinien a impulsé une politique de reconquête qui rétablit l'Imperium Romanum sur une large partie de la mer Méditerranée et sur l'ensemble de l'Italie. Néanmoins, à partir du milieu du siècle, de nouveaux facteurs de fragilité apparaissent. La peste de Justinien a profondément déstabilisé la démographie de l'Empire, avec plusieurs vagues épidémiques, tandis que le commerce, en général, connaît un début de reflux. Les finances publiques sont donc mises à mal. À l'extérieur, les frontières désormais très étendues de l'Empire sont soumises à une pression constante que les forces impériales peinent à contenir. Les Lombards envahissent une large partie de la péninsule italienne, tandis que les Slaves et les Avares se font menaçants au nord du Danube. Enfin, à l'est, l'Empire byzantin est, comme depuis les débuts de l'émergence de la puissance romaine en Orient, confronté au défi de l'Empire perse tenu par les Sassanides. Héraclius voit le jour vers 574, fils du patrice Héraclius l'Ancien, officier supérieur de l'armée de l'empereur Maurice, 582-602. D'origine arménienne, Héraclius l'Ancien sert longtemps dans les provinces orientales, près de la frontière perse, comme adjoint du Magister Militium per Orientem, puis à partir de 595 environ, comme Magister Militium per Armeniam. C'est donc là que le futur empereur a ses racines et qu'il passe une grande partie de sa jeunesse. Il en retire aussi une bonne connaissance de la région, de sa géographie et de ses habitants, ce qui a pu lui servir dans les campagnes arméniennes qu'il mène contre les Perses au début de son règne. Bien éduqué, il maîtrise autant le grec que l'arménien. En revanche, son degré de maîtrise du latin n'est pas connu.
Vers 600, Héraclius l'Ancien est nommé exarque de Carthage, l'un des postes les plus élevés de l'Empire byzantin, ce qui atteste sa position d'homme de confiance auprès de l'empereur Maurice. Frédéguer rapporte qu'Héraclius le Jeune se livre à des combats contre des lions et des ours en Afrique, dans la tradition des jeux du cirque romain. Cependant, une telle assertion est difficile à vérifier et pourrait largement être romancée. En réalité, la vie d'Héraclius le Jeune en Afrique nous est inconnue, à l'exception du fait qu'il y rencontre sa première épouse, Fabia Eudexia, la fille d'un riche propriétaire terrien du nom de Rogas. Plusieurs auteurs nous ont laissé des descriptions physiques d'Héraclius. Selon Frédéguer, il est bien fait de sa personne, grand et reconnu pour sa bravoure au combat. Léon le grammairien, qui écrit au Xe siècle, rapporte qu'il est robuste, avec un torse large, de beaux yeux bleus, des cheveux d'or, le teint clair et une barbe bien fournie. Selon une tradition recueillie par Rabban Mor, un moine allemand du IXe siècle, il était un soldat d'une grande énergie, un homme très éloquent, beau physiquement, adonné à toutes les activités profanes, et néanmoins dévoué tout entier à la foi catholique, soumis à l'Église, bienveillante et zélé envers elle. Un tournant intervient en 602 quand Maurice est renversé et tué à la suite d'une mutinerie de l'armée des Balkans dirigée par Phocas. C'est la première fois depuis plusieurs décennies qu'un empereur tombe en raison d'un complot. Dans un premier temps, Phocas maintient dans leurs fonctions de nombreux responsables civils et militaires, dont l'exarque Héraclius l'Ancien. Mais il est rapidement en but à leur hostilité plus ou moins déclarée et à plusieurs complots qu'il réprime d'une façon plus en plus sanglante. Surtout, Corso II profite de la situation pour envahir l'Empire byzantin, prétextant venger Maurice. Rapidement, Phocas est débordé et perd des positions en Orient, affaiblissant toujours plus sa position. C'est dans ce contexte, en 608, que la famille d'Héraclius fomente une conspiration. Les raisons véritables derrière ce soulèvement sont difficiles à établir exactement. L'impopularité de Phocas est réelle, de même que la faiblesse de sa légitimité. Arrivé au pouvoir, au terme d'un coup d'état sanglant, il ne s'est jamais imposé comme le dirigeant respecté de l'Empire byzantin. D'autant que sa violence et sa mauvaise gestion de l'Empire ne font qu'accroître son impopularité. L'Afrique byzantine est un lieu idéal pour une rébellion. C'est un territoire éloigné de Constantinople, qui n'est pas menacé par les Sassanides et qui dispose de ressources abondantes, suffisantes pour soutenir une armée et espérer s'emparer du pouvoir suprême. Héraclius, père et fils, sont nommés consuls, probablement de leur propre initiative, ce qui représente un défi direct au pouvoir de l'empereur, qui seul détient ce titre depuis de longues décennies. Bientôt, l'Égypte leur est acquise grâce à l'intervention de Nicétas, le cousin d'Héraclius le Jeune, et des pièces de monnaie commencent à être frappées à leur effigie. Phocas est attaqué de tous les côtés, y compris dans les Balkans, où des incursions barbares menacent la souveraineté byzantine sur la région. Sa principale réaction est d'emprisonner Épiphanias et Fabias Eudexia, la promise d'Héraclius le Jeune. Il envoie aussi son principal général, Bonosios, combattre Nicétas sans succès. En octobre 610, le futur empereur fut choisi par son père pour répondre à la demande du Sénat de Constantinople de venir les délivrer de Phocas 602-610. Héraclius reçut le commandement d'une flotte qui, lorsqu'elle fut aperçue depuis Constantinople, provoque une rébellion et le renversement immédiat de Phocas. Héraclius, âgé de 36 ans, fut proclamé nouvel empereur byzantin. Avec sa taille, son allure, ses boucles d'or, il avait très certainement l'air du sauveur providentiel. Mais son empire s'effondrait peu à peu. Il avait déjà perdu la moitié de sa gloire passée, et plus important encore, il était en faillite. Les premières escapades militaires d'Héraclius ne furent rien moins qu'un désastre, avec des défaites face aux Perses, la perte de Jérusalem en 614, en 618 d'une partie de l'Égypte, principale source de céréales de l'Empire byzantin. La tendance au revers se poursuivrait en Afrique du Nord jusqu'en 629, bien que l'empereur ait acquis les biens de valeur de l'Église afin de financer ses armées en déroute. La situation était si mauvaise qu'Héraclius envisage sérieusement de rentrer à Carthage et d'établir sa capitale, mais fut persuadé de rester par l'évêque de Constantinople, Serge Ier, et par la population qui savait à quoi s'attendre si Constantinople était abandonnée.
Les choses s'améliorent en Orient à partir de 622, lorsqu'Héraclius passe enfin à l'attaque avec son armée soigneusement constituée et bien entraînée, et sa marine encore puissante, remportant plusieurs victoires sur Coros II. Pendant que l'empereur était en campagne, la capitale fut assiégée par une force combinée de 80 000 Avars et Perses en 626. Héraclius renvoie un tiers de son armée pour défendre Constantinople, mais surtout maintient le gros de ses forces en Asie. La capitale doit résister aux assauts des engins de siège et des missiles. Les défenseurs étaient organisés par le général Bonus et ralliés dans l'esprit par Serge Ier, qui fait défiler la population de la ville autour des murs en brandissant une icône de la Vierge Marie. Les formidables fortifications de la ville offrent une protection néanmoins plus pratique et en fin de compte plus efficace. La persévérance porte également ses fruits pour les Byzantins à l'étranger, et l'armée perse, affaiblie par la libération de contingents pour attaquer Constantinople, fut détruite lors de la bataille de Ninive, qui dura 11 heures en 627. Héraclius, menant son armée en personne, dans sa célèbre armure étincelante, aurait tué son homologue, le général Razad, en combat singulier tranchant la tête du Perse d'un seul coup d'épée. En prime, les coffres de l'Empire byzantin furent renfloués après la mise à sac et le pillage de Ctésiphone juste après la bataille. L'État perse s'effondre en 630. 400 ans de guerre entre les deux empires prennent finalement fin. Héraclius fut acclamé non seulement pour sa victoire militaire, mais aussi pour avoir retrouvé une relique de la vraie croix. L'Empire byzantin avait acquis une nouvelle confiance. Il y avait un empereur compétent sur le trône, estimant que le moment était venu de couper certains des anciens liens avec l'Empire romain, mort depuis longtemps. Le grec devint la langue officielle, reléguant au second plan le latin déjà négligé, qui ne subsistait que dans les lois que peu comprenaient. Même les titres romains d'Auguste et d'Imperator Caesar, longtemps utilisés, furent remplacés par le grec basileus. Malgré cet optimiste, en 636, Héraclius voit sa chance tourner à nouveau lorsque les Arabes remportent une victoire décisive à la bataille de Yarmouk. Les Arabes, apparemment sortis de nulle part, avaient forgé une armée très mobile à l'aide de chameaux. La défaite de Yarmouk donne aux Arabes le contrôle de la Syrie. Il ne s'arrêtera pas là, et à la fin du règne d'Héraclius, 4 ans plus tard, le califat arabe, contrôlant également la Mésopotamie, l'Arménie et l'Égypte, l'Empire byzantin n'avait ni l'argent, ni les forces nécessaires pour empêcher la désintégration de la partie orientale de son empire. Comme si Héraclius n'avait pas assez de problèmes avec la défense de l'empire des attaques extérieures, il y avait beaucoup d'intrigues pour remettre en cause le statu quo depuis l'intérieur. La principale cause de perturbation semblait être la propre épouse et cousine de l'empereur, Martine. Ce mariage avait fait l'objet de nombreuses critiques de la part de l'Église et du peuple, mais les succès de l'empereur contre la Perse avaient annulé ces critiques. Cependant, lorsque les choses commencent à se gâter et que les armées arabes mirent à sac les villes chrétiennes les unes après les autres, le peuple commence à murmurer que Dieu avait abandonné les Byzantins à cause du péché de leur empereur. Le fait que 6 des 9 enfants du couple soient nés difformes ou morts en bas âge ajouta de l'eau au moulin de la théorie selon laquelle Dieu était mécontent d'Héraclius et que c'était le peuple qui en fin de compte en paya le prix. L'empereur eut sa propre souffrance sous la forme d'une maladie qui le fait vieillir prématurément. Héraclius meurt en février 641 et fut enterré dans un sarcophage d'onyx blanc dans le mausolée impérial de l'église des Saints Apôtres de sa capitale. Martine, quant à elle, conspire pour que son propre fils, Héraclonas, soit désigné comme prochain empereur. Elle ne réussit qu'à moitié puisqu'Héraclonas partage le trône avec son demi-frère Constantin III, fils d'Héraclius et de sa première épouse Fabia Eudoxia. Constantin III meurt de tuberculose 3 mois seulement après son père, ce qui donne à Martine l'occasion de manipuler son fils et de gouverner en tant que régente, bien qu'elle eût le titre officiel de co-empereur. Ils étaient tous deux impopulaires, et la perte d'Alexandrie au profit des Arabes n'arrange rien. Valentin Arscouni les renverse en septembre 641, coupant la langue de Martine, tranchant le nez d'Héraclonas et les exilant tous deux à Rhodes. Les mutilations étaient destinées à marquer de façon permanente l'inaptitude des deux à exercer leurs fonctions, ce qui allait devenir une pratique byzantine courante à partir de ce moment-là.
Valentin fut lui-même renversé quelques mois plus tard par Constant II, le fils de Constantin III, qui régna pendant les 27 années suivantes, mais ne réussit guère mieux que son grand-père Héraclius à enrayer le déclin territorial de l'Empire byzantin. Comme on l'a vu, le règne d'Héraclius marque un tournant dans les affaires de l'Orient, avec une consolidation de l'Empire byzantin en sauvant la puissance impériale au plus bas et fonde une dynastie qui apporte une stabilité politique au 7e siècle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.